Un perturbateur endocrinien, c'est à un niveau ou à un autre une molécule présente dans l'environnement, soit que nous ingérons, soit qui passe à travers la peau, soit que nous respirons, soit que nous buvons, et qui va impacter l'action des hormones éventuellement, soit en déclenchant un signal indésirable, soit en bloquant l'action de l'hormone, ou qui va impacter le métabolisme de l'hormone, comment elle va disparaître, ou qui va impacter la santé au final, sur tous les organes où les hormones sont indispensables et sont nombreux. On sait qu'il y a des périodes de vulnérabilité particulières dans le ventre de la maman, le nouveau-né, la puberté, mais en fait à toutes les étapes de la vie. Et la question, c'est les empreintes qui sont imposées, par exemple au niveau de la grossesse, dans quelle mesure ils ne sont pas à l'origine de déclenchement de problèmes, soit la puberté, une puberté trop précoce, soit plus tard, un cancer, etc. Entre une catastrophe, par exemple la catastrophe de Seveso, l'explosion chimique, la catastrophe de Bhopal, explosion là aussi chimique, ce qui s'est passé au Japon, hyperpollution par le mercure d'une baie où les gens consomment beaucoup de poissons, de fruits de mer, etc. Ou le distilbène chez la femme enceinte, nous place dans des situations absolument exacerbées où il n'y a aucun doute entre l'exposition et les conséquences pour la santé. Dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, les choses sont beaucoup plus subtiles, beaucoup plus complexes, et l'énorme stéthoscope qu'on essaye de poser sur les populations ou sur les individus en termes de relations entre les perturbateurs endocriniens et leur santé, eh bien, nécessite d'être nourri encore de beaucoup de recherches. Cette recherche-là nécessite la mise en place de cohortes. C'est des dispositifs assez lourds qui consistent à étudier des contaminations chez des couples mère-enfant et ensuite à suivre ces enfants un certain nombre d'années. Donc sur le plan logistique, et du coup c'est des études très importantes, mais en France ces études-là sont en marche. À l'heure actuelle, il y a notamment une cohorte à Esteban qui est pilotée par Santé publique France qui va essayer de répondre à cette question du délai possible entre une exposition périnatale et l'apparition de troubles de santé éventuellement à un stade plus avancé, au stade de la puberté par exemple, ou même au stade du jeune adulte. Je pense que le citoyen ou le politique attend de chercheurs qui fassent état en son âme et conscience et dans la position très renseignée où il est, des doutes quelquefois, des incertitudes, mais aussi lorsque des lignes de force se dégagent, de ce que sont ces lignes de force, parce que c'est absolument indispensable pour informer, pour nourrir la décision, par exemple, de réglementation et de protection de la population. Il y a certaines situations où la prise de conscience publique est parfois plus rapide. Tel a été le cas par exemple pour le bisphénol A. Dans ce cas particulier, l'inquiétude scientifique et sociétale, à partir du moment où elle a été exprimée, a été prise en charge extrêmement rapidement par le législateur qui a même anticipé l'évaluation du risque. Ce processus ne doit pas être forcément la norme pour bien asseoir l'évaluation de risque sur du scientifique. Néanmoins, cela montre que les rouages institutionnels et réglementaires peuvent être actionnés néanmoins parfois rapidement. On sait par exemple que la prise, même les médicaments les plus anodins, comme le paracétamol et autres, ne jamais oublier que c'est un médicament, n'en prendre que lorsqu'on en a absolument besoin, les prendre aux faibles doses et pendant les périodes les plus courtes. Autre exemple, je l'ai fait moi-même en tant que père, la maman va pour accoucher ou prépare son accouchement, on en profite pour repeindre la chambre du bébé, pour changer la couette et tous les voilages et alors qu'on sait que tous ces matériaux qui sont neufs dégagent dans l'air intérieur un certain nombre de substances qu'il vaut mieux éviter. Je pense qu'il y a des recommandations qui peuvent être celles formulées par l'ANSES vis-à-vis de l'alimentation, c'est-à-dire des recommandations de varier son alimentation, sont des recommandations importantes
pour éviter une exposition particulière à certains agents chimiques qui seraient présents dans certains aliments plutôt que d'autres. Consommer du poisson, si c'est maintenant la recommandation qu'à peu près toute femme enceinte connaît, il faut dire que c'est prouvé que c'est bénéfique pour le déroulement de la grossesse et pour le petit à naître, mais qu'en même temps, il ne faut pas en consommer trop. Et les poissons qu'on choisit doivent être des poissons de vie relativement courte, parce que ceux qui ont la vie la plus longue, comme les thons par exemple, finissent par accumuler des métaux lourds qui ne sont pas forcément bons non plus. C'est-à-dire que le bénéfice du poisson peut être contrecarré par un certain nombre d'inconvénients. Mais le poisson, c'est bon, 1 fois, 2 fois par semaine. Toutes les statistiques montrent qu'il y a moins de problèmes pendant la grossesse, que la mortalité infantile a diminué. Il y a encore des progrès à faire, mais la France a fait des grosses avancées là-dessus. Donc ça, c'est le contexte général. Je pense que la France a, par le passé, peut-être manqué des occasions ou des opportunités, mais aujourd'hui rattrape son retard, qu'il s'agisse de grandes études de cohortes nationales, de programmes de biosurveillance qui sont actuellement à l'œuvre et en route. C'est aussi une position très claire politique, où on sent bien un soutien, en tout cas vis-à-vis d'une protection de l'environnement et des populations vis-à-vis de cette problématique, des perturbateurs endocriniens en particulier. C'est aussi une contribution majeure de la France à un dispositif qui est en train de se monter au plan européen, toujours dans ce domaine de la biosurveillance et de la surveillance des populations vis-à-vis du risque chimique. Donc oui, les choses sont aujourd'hui en marche.